Et donc, je vais lancer la nouvelle, la nouvelle séquence autour de 2 tables rondes. La première table ronde sera autour de la transition environnementale et j'appelle Véronique Stéphan, donc, qui est directrice des relations entreprises au sein de l'IMT Atlantique et qui nous a fait le plaisir d'accepter d'animer cette table ronde. Non, tu vas venir peut-être t'asseoir avec tout le monde. Il y a une deuxième micro là. Et donc, pour cette... Comment? Je te laisse la parole? Ou tu veux que j'appelle moi-même? Donc j'appelle Éric Prudhomme, donc directeur régional de l'ADEME. Bonjour Éric. Arnaud Boquillon, directeur général adjoint du pôle CIM. Et puis Mathieu Giraud, qui est responsable d'Airbus Technocentre. Et sur ce, je vous laisse. Alors, bonsoir à toutes et à tous, même si pour le MC2, comme en général dans l'industrie, il y a quand même nettement plus d'hommes que de femmes. Hein. Bon, c'est des choses qui s'améliorent doucement. Donc, peut-être avant de commencer la table ronde, juste présenter IMT Atlantique, puisqu'on m'a dit que ce n'était pas connu de tout le monde. Alors, moi, je pensais que vous saviez ce que c'était. Donc, je vais juste faire une petite carte d'identité rapide. IMT Atlantique, c'est une école d'ingénieurs publique, grande école française, qui est née de la fusion entre l'école des mines de Nantes et Télécom Bretagne, voilà, qui fait partie avec une dizaine d'autres écoles en France, d'un groupement qu'on appelle l'Institut Mines Télécom. Voilà. Nous formons principalement des ingénieurs, mais pas que. Un peu plus de 2000 en tout, 2100 bientôt. Et nous serons appelés, puisque nous dépendons et nous sommes rattachés au ministère de l'Industrie, notre tutelle nous demande dans les années à venir, dans les 5 ans qui viennent, d'en former 20 voire 25% supplémentaires. Je ne sais pas comment on va faire, parce que ça va être un peu compliqué. Mais voilà, donc pour notamment vos entreprises et l'industrie française en général qui en a besoin. Juste pour vous donner quelques autres chiffres très rapidement, nos élèves ingénieurs, quand ils sortent, ils ont un taux d'employabilité très fort. Hein, ils sont, voilà, on frôle le plein emploi. Ceux qui ne trouvent pas tout de suite un emploi, c'est parce qu'ils ont souhaité prolonger leurs études ou être en année de césure. Mais clairement, ils trouvent très très vite. Leur insertion économique n'est pas du tout un sujet. Et c'est même l'inverse. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de mal à recruter. Voilà. Et juste pour vous donner d'autres chiffres, parce que je pense que c'est aussi parlant, beaucoup vont travailler dans les entreprises de conseil. Il n'y en a que 30 à 40% aujourd'hui qui vont travailler dans l'industrie. Donc ça dit quelque chose, parce que l'ingénieur, à la base, il est quand même là pour travailler dans l'industrie. Voilà. Donc ça fait partie de l'évolution des modèles économiques aussi, hein, qu'on a connus. Mais il faut, c'est vrai, que l'industrie soit à nouveau attractive pour les jeunes et en particulier aussi pour les jeunes femmes, puisqu'on a également un problème qu'on a beaucoup de mal à adresser, et on n'est pas les seuls, qui sont un taux de féminisation de nos promotions insuffisante. On est aujourd'hui à 24% de filles et on espère que ça va s'accroître. On a quelques craintes à venir dans les années à venir et ça doit être un effort collectif parce qu'on voit que ça se joue désormais dès le collège, hein, dès le collège et les lycées. Et c'est vrai, en tout cas, je m'adresse là en particulier à toutes les femmes qui sont dans la salle et qui travaillent dans l'industrie. Il faut essayer aussi de nous aider à former des jeunes femmes et aller dans les collèges, dans les lycées, parler de vos métiers. Dans l'industrie, c'est extrêmement important pour l'avenir. Voilà. Petit message que je voulais passer au passage, mais qui reste vraiment très, très important. Alors, on est là pour parler de transition environnementale. Donc, c'est un sujet que le pôle a embrassé depuis un petit moment, et notamment à travers le manifeste en 2020 sur l'industrie éco-responsable avec 80 signataires. Tous les pôles ne l'ont pas fait, donc ça mérite d'être rappelé et souligné. Et puis maintenant, comment passer de l'intention aux actes?
pour commencer, éviter de tomber dans ce dont on a été souvent accusé hein, dans l'industrie en général, de faire du greenwashing, mais de ne pas vraiment avoir l'intention d'y aller. Hein. Donc, comment identifier des solutions réalistes qui permettent de transformer l'essai. Alors, pour des instituts de formation comme le mien, c'est très important et ça fait partie de notre feuille de route aussi dans les 5 ans à venir, de former sur l'industrie du futur dite responsable, c'est comme ça qu'on l'appelle au sein de l'Institut Mines-Télécom, et de pouvoir former tout au long donc des 3 années ou des 5 années selon les formations à la transition environnementale, écologie, on assume même le mot d'écologie, nos élèves et de le faire dans chacun de leurs cours applicatifs. Voilà. Donc on est membre de ce qu'on appelle dans la communauté apprenante du Shift Project. Donc ça c'est qui a été conçu et notamment par un certain Jean Covici que vous devez certainement connaître. Voilà. Et on en est membre parce que ça reste encore une gageure, ça reste parfois difficile de pouvoir insuffler dans chacun des cours le comment faire pour passer du monde actuel au monde futur et comment former des élèves qui vous aideront demain dans vos industries quand ils seront acteurs au sein de vos entreprises à passer ce cap et à transformer véritablement l'essai. Voilà. Donc ça, c'est le job, je dirais, des instituts de formation. On fait évidemment de la recherche, hein, avec vous aussi sur des projets de R&D collaborative, pour la plupart. Mais voilà, au niveau d'un pôle, on est aussi acteur et membre du pôle depuis le début, depuis la toute première phase 1, je crois. Et c'était aussi important de pouvoir illustrer par des solutions dites réalistes et des projets concrets ce qui pouvait être fait par différents acteurs à différentes échelles au sein du pôle. Ça a été très vite dit tout à l'heure, il y avait un slide, même s'il passait très très vite. Voilà. Et donc, on est là ce soir pour parler de 3 projets à différentes échelles, à une échelle nationale, européenne et plus locale pour entrer dans le concret et matérialiser un peu ce qui peut se faire. Donc, je vais tout de suite passer la parole au représentant de l'ADEME, Éric Prudhomme, qui va vous parler du projet notamment Ecoprom. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'ADEME, Agence de la transition écologique, nous sommes un opérateur de l'État et on s'inscrit bien entendu dans la ligne droite de ce que présentait effectivement le préfet, mais également tout à fait en partenariat avec les représentants de la région et dans ce qu'a évoqué la présidente et le président de la région Bretagne. Aujourd'hui, on a effectivement de plus en plus de demandes des entreprises. Alors ça, c'est une très bonne chose. Je vous donne juste quelques petits chiffres. En 2020, le budget que l'on apportait d'aide aux entreprises était de 16 millions d'euros au niveau régional. Aujourd'hui, il est de 45 millions. Alors c'est vrai que, comme le disait le préfet, le plan de relance et aujourd'hui France 2030 a permis effectivement d'accompagner plus fortement les entreprises. Mais depuis, je dirais, 3-4 ans, nous voyons effectivement beaucoup plus d'entreprises venir vers l'ADEME pour demander un accompagnement, bien sûr à la fois en termes d'expertise, mais également en termes de financement, puisque c'est ces 2 éléments que nous pouvons vous apporter sur les sujets. Les sujets, effectivement, aujourd'hui, ils ont été dits par les intervenants, que ce soit de l'État ou des régions. Pour nous, c'est la décarbonation de l'industrie. Ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et le deuxième, effectivement, c'est celui des économies sur la ressource qu'on va trouver à la fois effectivement dans la conception et l'éco-conception des produits, et deuxièmement dans ce qu'évoquait effectivement Nantes Métropole sur le réemploi. Donc nous aujourd'hui, on a des moyens pour vous accompagner dans ces domaines-là, mais nous sommes 24 sur la région. Nous sommes 24 ingénieurs, sachant que j'en ai à peu près une dizaine qui travaillent à peu près sur les entreprises. Donc on n'est pas en capacité aujourd'hui
d'aller sur les territoires, rencontrer les entreprises pour essayer de les accompagner individuellement dans ces domaines-là. Donc notre mode de faire, c'est justement de travailler avec des relais sur ces sujets-là. Donc bien sûr, on travaille avec les chambres consulaires, on travaille avec Solutions & Co, on travaille avec pas mal de relais des entreprises, Rupture, DRO, les syndicats professionnels. Et on travaille également, et c'est le cas avec EMC2, des pôles de compétitivité pour nous permettre de toucher le plus grand nombre d'entreprises, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas de travailler comme on le fait depuis 10 ans avec les entreprises qui sont effectivement innovantes ou en avance sur ces sujets-là, mais de massifier et de travailler avec le plus d'entreprises possible. Donc, aller travailler avec EMC2, pour nous, c'était vraiment important, puisque à la fois, ça permet de faire connaître nos dispositifs de financement, mais en même temps, comme le disait l'intervenant de Nantes Métropole, ça nous permet de tester avec eux, effectivement, des dispositifs. Et c'est le cas de Ecoprom, dont on va parler maintenant. Ecoprom, en fait, c'était l'idée, puisque ce n'est pas facile aujourd'hui d'aller travailler avec les entreprises sur l'éco-conception. Ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, mais on a beaucoup de mal à aller sur le sujet de l'éco-conception. L'idée, c'était de se dire, montons un dispositif de parrainage dans lequel des entreprises qui se sont déjà lancées dans l'éco-conception vont pouvoir accompagner des entreprises qui souhaiteraient se lancer effectivement dans l'éco-conception. Donc, il y a les parrains d'un côté et il y a les filleuls de l'autre. Et nous, ce qu'on met à disposition de ce dispositif-là, ça va être justement l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à disposition des experts de l'éco-conception qui vont à la fois animer le groupe filleuls et parrains sur l'éco-conception et en même temps apporter individuellement pour chacune des entreprises qui vont être recrutées, de pouvoir leur apporter du conseil. Donc on a une forme d'émulation qui se fait entre les différentes entreprises qui participent à cette opération collective et en même temps un accompagnement individuel. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec EMC2, plus bien sûr toute la sensibilisation qu'il y a autour de l'éco-conception. On participe aussi au financement de RIDE. Voilà, donc c'est ce genre de choses que l'on peut faire avec vous. Et ça, nous, ça nous intéresse beaucoup de faire ces opérations collectives parce qu'une fois qu'on a entraîné ces premières entreprises, les parrains, puis les filleuls, et puis ensuite d'autres demain, on démontre effectivement que faire de l'éco-conception dans les entreprises, c'est quelque chose de possible. Et quand c'est un entrepreneur qui dit à un autre entrepreneur, c'est possible, ça marque plus et ça porte plus que si c'est l'ADEME qui le dit. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des dispositifs qu'on porte et celui-ci est en cours. Je sais que le recrutement des filleuls là, a été prolongé jusqu'au 20 avril pour vraiment avoir un ensemble de filleuls suffisant pour faire cette opération. Donc voilà un exemple, en tout cas, très opérationnel de ce que peut faire l'ADEME sur le territoire en apportant des financements. Et derrière, si des entreprises se mettent à faire de l'éco-conception, on peut apporter des financements supplémentaires sur des investissements, par exemple. Voilà. Combien de parrains, de filleuls par session? Pour l'instant, il y a 5 parrains, je crois. C'était 8 qui étaient visés, mais on n'en a trouvé que 5. Et puis, on est à peu près sur le même nombre de filleuls, je crois 6 ou 8, donc qui sont à recruter. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet qui n'est pas simple pour une entreprise. Donc, forcément, ça demande à réfléchir pour l'entrepreneur ou le chef d'entreprise qui se lance dans cette démarche-là. Et peut-être préciser comment on fait concrètement pour se signaler, pour candidater. Est-ce que c'est l'ADEME qui présélectionne? Non, pas du tout. Là, vraiment, la main est laissée entièrement à EMC2, qui est effectivement l'interlocuteur direct de ces entreprises. Donc, nous n'intervenons pas directement auprès des entreprises, comme je le disais tout à l'heure. D'accord, très bien. Merci. Donc, un deuxième cas concret, un deuxième projet réaliste pour passer à l'action, cette fois-ci à un niveau européen, porté par un autre pôle de compétitivité que MC2, qui est CIMES. Voilà. Arnaud Boquillon va nous en parler, et du projet et du pôle CIMES, qui a donc signé avec MC2 un partenariat stratégique. Voilà. Arnaud. Merci Véronique, bonsoir à tous. Merci à EMC2 de nous avoir conviés à cette soirée spéciale. Donc effectivement, on est très heureux d'être ici. On a effectivement, dans le cadre de la phase 5, signé un partenariat stratégique entre CIM et le pôle EMC2 pour une raison simple, c'est qu'on se ressemble beaucoup. Le pôle CIM, alors je vais utiliser des expressions, des mots
qui disent à peu près la même chose que ce que EMC2 dit, même si on ne le dit pas avec les mêmes termes. Le pôle CIM est un pôle dédié à l'ingénierie mécanique, au manufacturing et au développement d'offres de solutions pour l'industrie du futur. Donc, au travers de ces termes, vous comprenez qu'on se ressemble beaucoup avec le pôle EMC2. Nous sommes présents sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, donc avec un adossement scientifique très fort. Si vous visualisez un petit peu ce territoire, vous devez voir défiler les compétences académiques fortes qui existent sur les sites de Grenoble, Lyon-Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Poitiers, Limoges, Bordeaux. Et donc, au travers de ces différents acteurs scientifiques, on appuie, on adosse notre usine à projet autour de 3 thématiques. Une qui est dédiée aux questions d'ingénierie et de conception, conception qu'on décrit, optimisée et raisonnée. Une deuxième thématique autour des procédés de transformation pour les matériaux et pour les surfaces. Et une dernière thématique autour de la robotique et de la performance de production. Donc, vous voyez qu'on se ressemble beaucoup avec le pôle EMC2. Voilà. La table ronde est sur le thème de la transition environnementale. C'est un sujet qui est central dans les réflexions du pôle depuis un certain temps. Dès la phase 2, on avait proposé un concept qu'on appelait le service durable en mécanique. On avait pris le parti d'engager ces réflexions autour de la soutenabilité en réfléchissant au partage de la valeur, au changement de modèle économique. Donc on a beaucoup travaillé au cours des phases 2 et 3 sur l'économie de la fonctionnalité, la servicisation. Et puis là, depuis la phase 4, on a effectivement restructuré un petit peu tout ça et on propose une démarche qu'on appelle le green manufacturing. Et ce green manufacturing, en fait, c'est pas une méthodologie, c'est pas complètement un outil. On peut voir ça comme des lignes guides que l'on présente au travers de 6 P. Donc un P qui nous permet de parler de produit, P comme produit. Donc là, on va effectivement parler d'éco-conception, de frugalité matière, par exemple, d'analyse cycle de vie produit. Un deuxième P pour procéder. Donc là, effectivement, on parlait de frugalité énergétique, de réduire les rebuts, réduire les temps de réglage, par exemple, les temps de paramétrage. Un P pour proximité. Donc là, effectivement, on va parler de sourcing, on va parler de localisation, d'écologie industrielle et territoriale. Un P pour performance, en insistant sur le fait que la performance, ça n'est pas qu'un coût et un délai, qu'on peut évaluer la performance au travers d'une multitude de critères, que ces critères, on peut les choisir, on peut faire des hypothèses, et encore une fois, on peut optimiser de façon multicritère une démarche de conception ou de production. Un P pour pérennité, donc ne pas penser qu'au court terme, penser au long terme, penser aux effets rebonds, aux effets indirects. Et puis un P pour partage, partage de la valeur, mais aussi partage de l'expérience, partage de formation, mobilité interentreprise. Voilà, donc ça, c'est les 6 P pour le green manufacturing. Et effectivement, dans l'actualité récente, c'est un projet européen qui s'appelle Gemstone, qui est un projet donc financé par un dispositif qui s'appelle COSME, dans lequel effectivement on est nous-mêmes pilotes, coordinateurs, et dans lequel on est très heureux de collaborer en tant que partenaire avec le pôle EMC2 et 5 autres partenaires européens, un letton, un polonais, un belge, un italien, et forcément il m'en manque un, peu importe. Et l'ambition de ce projet Gemstone, c'est de développer les outils, méthodes pour accompagner la transition des PME dans cette transition green, écologique. Et la particularité de ce projet, c'est qu'on dispose d'un budget qu'on se doit de reverser sous forme de voucher, donc d'appel à projet voilà, au titre de ce projet Gemstone. Et donc, on a fait le choix de proposer des vouchers de différentes natures, des vouchers dédiés à la sensibilisation, des vouchers dédiés à la formation, à des preuves de concept technologique et puis à du déploiement. Voilà. Donc, on a 1 million d'euros dans le cadre de ce projet à redistribuer sous forme de voucher. Donc, on va diagnostiquer, sensibiliser une centaine de PME et en accompagner autant au travers de ces vouchers. Voilà.
Donc, troisième exemple, on revient au local, national, européen, local. Mathieu Giraud, vous représentez le technocentre d'Airbus Atlantique, qu'on connaît bien ici à Nantes. Et vous venez nous parler du projet justement Reuse, de revalorisation des chutes de production d'Airbus. Donc Mathieu Giraud, donc je suis responsable du technocentre Airbus Atlantique basé sur le Technocampus Composite, donc à Bougnay. Donc j'étais au match hier soir, c'était fantastique, belle victoire des Nantais. On est fiers de notre ville et de notre région. Donc on travaille le technocentre pour préparer les produits de demain, avions, donc en essayant de les alléger pour diminuer l'impact environnemental. Mais là, ce n'est pas le sujet. On travaille également à essayer de revaloriser tout ce qui va être nos chutes de production, nos produits d'environnement ou même jusqu'à des bâches de transport. Donc, on teste plein de choses, parce que c'est dans la nature du technocentre, pour trouver d'autres débouchés hors aéro. Donc, je vais vous citer quelques exemples de projets qui ont vu le jour. On a fait des surfs avec du carbone d'A380. On a fait la housse du surf qu'emballe cet A380 avec des déchets de bâches de l'usine de Saint-Nazaire, des produits d'environnement du site de Nantes. On a travaillé sur des prothèses pour des personnes qui ont perdu l'usage de leurs jambes, pour des enfants et pour des adultes qui refont du trekking. Donc, c'est des produits qui sont fantastiques, donc qui ont des qualités aéronautiques et qui sont très, très solides et durables. Des foils pour des planches à voile aussi. On a travaillé sur ce sujet-là. On a fait des vélos avec Petit Breton dans la région. On a Armel Tripon qui prépare la fabrication de son IMOCA et on va l'accompagner en lui donnant des chutes de production pour faire son bateau et pour diminuer l'impact environnemental de son bateau. Donc, tout un tas d'axes qui sont pas dans notre corps de métier. Hein. On est là pour fabriquer des avions. Mais un site comme Nantes, pour vous donner une idée, on est aux alentours de 100 tonnes de carbone polymérisé, non polymérisé, qui finissent enfouis aujourd'hui. Donc, ça nous gêne, ça nous embête collectivement. Donc, on a l'objectif d'arrêter cet enfouissement à un certain horizon. Là, ça fait partie des objectifs des usines de supprimer. Donc, il faut absolument qu'on crée des filières pour réutiliser tous nos matériaux. On a un gisement fantastique qu'il faut réussir à remettre sur le marché pour d'autres industries. Voilà. Préparer cette table ronde, on s'est dit, bon, ça va peut-être faire peur quand même. Et le but, c'est justement d'éviter de faire peur et plutôt d'embarquer, quoi, d'essayer d'illustrer avec des projets un peu concrets ce qui peut être fait, montrer qu'il y a une forme d'alignement de planète entre différents acteurs privés et publics sur ces sujets pour passer à l'acte. Donc l'idée, c'est vraiment d'entraîner, d'accompagner les volontés, les projets des uns et des autres à y aller, à se lancer, de ne pas avoir peur. Voilà, donc c'est le moment pour la salle de poser les questions si vous en avez. Et puis même ceux qui n'étaient pas au match hier soir ont le droit d'en poser. Hein. Voilà, donc celles et ceux. Donc voilà, si certains des projets ou si vous avez des questions, c'est le moment, soit à l'ADEME, soit à Airbus, soit à CIM et pas CIMES, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc la plus compliquée, c'est la première des questions. Voilà. Donc pas question, je vais me lancer alors. Bon, pour Airbus, jusqu'à présent, vous les enfouissiez. Bon, déjà. D'accord.
Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs de non-enfouissement, de pouvoir, combien, est-ce que c'est 100% à 5 ans de déchets que vous n'allez plus enfouir, est-ce que, voilà. Alors c'est à moins de 5 ans et c'est déjà lancé. Mais enfouir une matière qui peut encore servir, c'est pas dans le cercle de la revalorisation. On pourrait le brûler, c'est une revalorisation, mais c'est très à la mode en ce moment, effectivement, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, on a des tas d'ingénieurs chez nous qui ont plein de brillantes idées. Des débouchés, on en a, on doit les trouver. La complexité qu'on peut avoir, c'est d'aller trouver ces filières sur d'autres industries. Alors, on fait souvent le parallèle entre le nautisme et l'aéro. Ça tombe bien, il y a des plateformes où il y a un technocampus océan, un technocampus composite, où tout le monde se parle, tout le monde se croise, l'IRT qui permet de joindre tout ce monde-là. Donc, il y a plein de passerelles entre le nautisme et puis l'aéro. Mais on se rend compte qu'on a travaillé aussi avec le CHU pour résoudre des problèmes de mobilité sur des personnes en chaise roulante. On a fait des prototypes avec eux, avec des matériaux périmés. On a des solutions qui fonctionnent. Donc, ouvrir vers d'autres industries, c'est très important. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de mettre à disposition sur un hub ces matières pour qu'elles soient disponibles pour les autres industries. Oui, voilà, c'est mieux, on n'avait pas mis le micro. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut désenfouir ce qui a été enfoui? La réponse est je ne sais pas. On fait appel à des gens qui ont l'habitude de traiter ces déchets. C'est pas la meilleure solution. Je suis mon spécialiste environnement. Ça se désenfouit, Nico? Je peux répondre là-dessus si vous voulez. Non, parce que les déchets d'Airbus, ils n'ont pas un centre de stockage qui est destiné aux seuls déchets d'Airbus. Donc c'est enfoui avec d'autres déchets. Et donc si on voulait effectivement récupérer, ce serait une bonne idée, mais récupérer les déchets d'Airbus, il faudrait aussi bouger le reste. Donc ces centres de stockage, généralement, une fois qu'ils sont fermés, ils sont fermés, quoi. Donc c'est effectivement dommage. Alors Laurent, on va peut-être dire si d'aucuns avaient des idées après, ils viennent te voir, ils s'adressent à qui au sein du pôle pour que tu puisses adresser le sujet? Eh bien, l'ensemble des partenaires du pôle que... C'est bon, c'est bien. Non, c'est le capot que Ah oui, c'est vraiment pas ta spot. Voilà, donc je vais essayer d'être plus délicat. Voilà, et notamment sur toute la partie environnementale, on a Muriel Bertrand qui est en train voilà, juste derrière là, qui s'occupe au sein du pôle de tous ces aspects-là. Donc surtout, n'hésitez pas à aller la voir ou à poser des questions à n'importe lesquels de nos collaborateurs. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci.